Bonjour, je suis heureux d'être ici pour vous présenter les grandes lignes de notre programme d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul. Je vais vous faire un petit cours d'introduction qui va durer 20 à 30 minutes, suivi d'une période de questions pour vous présenter les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on entend par innovation sociale? Comment est-ce qu'on change le monde? Quel type de projet on peut mettre en place pour avoir un impact positif sur la communauté? Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre peut-être dans le chat, dans la conversation, puis on va avoir aussi une période à la fin pour discuter de vive voix, pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc, je vais partager mon écran à l'instant pour vous partager en fait le titre de la présentation, Comment mon projet peut-il changer le monde? Donc, je me suis un peu présenté, puis merci beaucoup à Chanel pour cette introduction. Je suis professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, située à l'Université Saint-Paul, une nouvelle école qui a environ 5 ans d'existence, qui est un nouveau programme, en fait, de baccalauréat, mais il y a aussi des programmes au cycle supérieur qui visent à former des gens pour être acteurs et actrices de changement, c'est-à-dire pour amener des projets, des initiatives, des changements dans leur entreprise, dans leur organisation, mettre en place des nouveaux projets qui vont permettre de répondre à des besoins dans la société. Donc, je vais juste commencer ici par une brève introduction avec 3 statistiques, par exemple. Est-ce que vous saviez que actuellement, la personne, par exemple, qui est dirigeante d'une entreprise dans les grandes entreprises privées au Canada fait environ 10 millions de dollars par année, soit un revenu de 197 fois plus élevé que le revenu moyen des gens qui habitent dans ce pays. Donc, on peut voir en fait une des choses à l'heure actuelle, que ce soit entre les pays du Nord et les pays du Sud, ou au sein même du Canada, il y a des grandes inégalités en termes de répartition de la richesse. Donc, ça, c'est un des enjeux qu'on peut voir. On peut dire comment ça peut exister, c'est quoi les causes de cet enjeu, comment est-ce qu'on y répond. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième élément, 23 en fait, c'est la proportion des personnes autochtones qui sont en milieu carcéral, qui sont en prison actuellement, alors qu'ils représentent les personnes autochtones uniquement 4 de la population canadienne. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'il y a une surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons. On peut se dire, ah, c'est peut-être parce qu'ils commettent davantage de crimes, mais en fait, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a peut-être des enjeux d'inégalité, de non-reconnaissance, de manque de services publics et peut-être aussi de profilage qui fait en sorte qu'on met davantage de gens, de personnes autochtones dans les prisons. Donc ça, c'est un autre enjeu. En fait, par quoi ce phénomène-là est amené? Quels sont les processus? Comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses? Est-ce que ça peut être dit comme une injustice? Donc, c'est le genre de choses qu'on traite dans le cadre de nos cours. Ensuite, une autre chose peut-être qui va vous surprendre, un enfant sur 6 au Canada souffre d'insécurité alimentaire. On peut dire pour un pays qui se dit à haut revenu, un pays dit développé ou avancé parfois dans le langage des pays en voie de développement et autres, on peut dire, mais le Canada ne devrait pas avoir de problème d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des enfants qui ne mangent pas à leur faim en quantité suffisante des aliments de qualité. On peut se dire, OK, mais pourquoi on fait encore en 2023, on souffre d'insécurité alimentaire? C'est peut-être les gens les plus pauvres, mais en fait, c'est quelque chose en fait qui ne devrait pas se produire. Comment on peut essayer de remédier à cette situation? Donc, c'est un autre genre de problème ou d'enjeu de société qu'on peut se poser. Puis après ça, quel type de solution on peut créer, on peut inventer pour essayer de répondre à cet enjeu? Donc, c'est le genre de choses qu'on se pose dans le cadre de nos cours. Quels sont les enjeux, les problèmes actuels? Il y en a ici uniquement 3, mais il y en aurait des dizaines, voire des centaines qu'on pourrait identifier. Et après ça, se poser la question, OK, donc cet enjeu-là existe, ça ne vient pas de nulle part, il faut essayer de le comprendre, puis après ça, il faut essayer d'amener des changements pour améliorer les choses. Donc, pour ici, vous mettre dans le bain, ce que je vais montrer, les grandes étapes dans le milieu des innovations sociales. Première étape, il faut comprendre le monde pour mieux le changer. Donc, avoir un bon diagnostic de la situation, développer la pensée critique, analyser les enjeux de société. C'est une sorte de compétence qu'on cherche à enseigner dans le cadre de nos cours. Puis, je vais en fait vous montrer les grandes lignes de ce qu'on fait habituellement, mais évidemment, ça prend des cours entiers, voire plusieurs années pour bien être capable d'analyser des enjeux de société. Deuxièmement, je vais vous montrer une des voies du changement, c'est l'action collective par les mouvements citoyens, par les mouvements de mobilisation qui cherchent à exercer une influence sur les gouvernements, les entreprises et les différentes institutions.
Donc, on parle parfois de mouvement social, mouvement de contestation, de protestation. C'est une des voies qu'on peut investir, que ce soit par des lettres ouvertes, en faisant des manifestations dans la rue, en écrivant des lettres ouvertes, en faisant du lobbying. Donc, il y a beaucoup de façons qu'on peut agir, avoir une influence dans l'espace public pour interpeller nos concitoyens sur les problèmes et essayer d'amener des changements par la suite. Une autre voie que je vais vous montrer par la suite, c'est entreprendre autrement. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qu'on appelle le milieu de l'entrepreneuriat social et collectif. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut lancer des nouveaux projets, des nouvelles formes d'entreprises, d'organisations, de coopératives, d'organismes à but non lucratif qui vont être capables de résoudre les enjeux. Donc, si vous avez la fibre entrepreneuriale, la plupart du temps, on dit on lance une entreprise, puis le but, c'est de vivre de ça, de faire des profits et de devenir riche. Nous, ce qu'on montre, en fait, c'est qu'on peut créer des entreprises, mais dont le premier objectif, ce n'est pas uniquement de générer des profits, mais c'est de répondre à des enjeux au niveau social et environnemental. Puis par ailleurs, c'est sûr, on peut vivre de ça, donc se créer son propre emploi, puis c'est une autre voie qu'on peut explorer également. Puis pour conclure, s'il me reste du temps, je vais parler en fait des différentes façons de s'engager dans la communauté, que ce soit par l'éducation populaire, les organismes communautaires. On parle parfois dans le fond, de secteur à but non lucratif. En anglais, c'est le non-profit sector, donc tout ce domaine au sein de la société civile. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui suivent nos cours, qui viennent de cet environnement professionnel ou qui vont se trouver des emplois dans ce milieu par la suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et il y a beaucoup quand même de débouchés d'emplois, on pourrait dire, même pour un milieu qui cherche à changer le monde activement. Donc, je vais vous présenter ça dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui en 20-30 minutes tout au plus. Je vais faire aussi la promotion en même temps, en fait, des idées d'un livre que moi et mes autres collègues à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul, Manuel pour changer le monde. C'est un petit livre qui est publié chez les éditeurs Luxe, qui est disponible dans toutes les librairies au Québec, Canada, en France également. Si vous êtes à d'autres endroits à travers le monde, peut-être que vous pouvez le commander en ligne aussi. Donc, plusieurs des idées que j'ai amenées ici, enfin, ont été élaborés par moi puis par d'autres professeurs, mais on le trouve de façon plus détaillée dans le cadre de ce livre ici, qui est vraiment une forme de portrait, d'aperçu général de nos différents cours professeurs au sein de notre école. Donc, je vous invite à le consulter si vous voulez aller voir par la suite. Donc, première étape, quand on voit un problème de société, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, en fait, qu'on cherche à générer de la part de nos étudiants et étudiantes dans nos classes, c'est se dire, au lieu de se lancer tout de suite, ah, il y a un problème, on va trouver des solutions, des nouvelles idées pour essayer d'y répondre, c'est d'essayer de comprendre, en fait, d'où vient ce problème. Quelles sont les causes profondes qui génèrent, par exemple, la crise écologique? Si on pose la question, par exemple, il y a des inégalités de richesse dans la société, est-ce que c'est parce que c'est dans l'ordre des choses? Est-ce que c'est parce qu'il y a naturellement, par exemple, des personnes plus riches et plus pauvres, des personnes plus compétentes, qui ont plus d'initiatives, des gens qui travaillent moins? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a un problème dans la société? Mais si on se dit, par exemple, ah, peut-être que c'est généré par un système économique qui va favoriser la compétition et la recherche de profit, qui va avoir tendance à récompenser certaines personnes qui vont s'enrichir davantage puis qui ne vont pas avoir de répartition de richesse. Si on a cette analyse de la situation, alors là, peut-être que les solutions qu'on va trouver, les projets qu'on va mettre en place, les lois ou les réformes que le gouvernement pourra amener vont être complètement différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, en fait, d'où viennent les problèmes de société? Est-ce que ça vient au niveau individuel, à l'échelle collective? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel? Est-ce que c'est en fait quelque chose qui est ancré dans notre système économique? Est-ce que c'est un peu de tout ça à la fois? C'est le genre de choses qu'il faut se poser parce qu'après ça, quand on va venir essayer de régler un problème, évidemment, si on se dit, moi, je suis indigné par les injustices économiques, mon projet ne va peut-être pas tout changer du jour au lendemain. On ne va pas pouvoir changer complètement notre mode de fonctionnement, notre mode de vie, mais peut-être que mon projet va pouvoir attaquer une des causes du problème dans un endroit très précis puis avoir un impact positif par la suite. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut essayer de comprendre puis d'analyser pour être capable de mieux agir sur la situation. On peut aussi, par exemple, penser pourquoi la crise écologique court encore aujourd'hui, alors qu'on sait, on a des rapports du GIEC sur la crise environnementale, sur la crise climatique, qu'il y a des problèmes. Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut informer les gens de la population qu'il y a un problème. Mais en fait, si on se dit que le problème, c'est qu'on manque d'informations,
On va faire des campagnes d'information, de sensibilisation pour que les gens aient accès à cette information. Puis ça peut être entièrement utile, puis d'après moi, il en faut. Mais aussi, il faut se poser la question, comment ça se fait que depuis 30 ans, 40 ans, le mouvement environnementaliste fait des campagnes de sensibilisation? Il y a des sommets internationaux sur le climat. On a beaucoup de choses qu'on met en place, mais en même temps, les gouvernements n'agissent pas vraiment ou pas assez rapidement. Comment ça se fait qu'on a toute l'information disponible, qu'il y a une forme de conscience des enjeux environnementaux, mais qu'à la fois, on n'a pas d'action concrète qui se passe sur le terrain où le changement ne se fait pas assez vite? Donc, on peut se dire, ah, c'est peut-être pas parce que les gens n'ont pas d'informations, mais peut-être que les gens n'ont pas confiance qu'on peut changer les choses. Peut-être que les gens croient qu'on peut rien changer. Peut-être aussi qu'il y a des intérêts, comme des grandes industries pétrolières, qui bloquent les processus puis qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas non plus. Donc, on peut se dire, ah, peut-être que le problème, c'est pas qu'il manque de sensibilisation, c'est qu'il faut qu'on change les gouvernements ou qu'on soit capable d'attaquer le problème sur un autre front. Donc, c'est le genre de choses, en fait, qu'on doit se poser pour se dire, si on veut améliorer les choses du point de vue environnemental, au lieu de réinventer la roue à toutes les fois, de refaire les mêmes méthodes, parfois qui sont efficaces, parfois non, étudions ce qui a été fait, allons voir comment est-ce qu'on peut essayer de changer les choses par la suite. Donc, une fois qu'on se pose ce genre de questions, en fait, ce qu'on met de l'avant, nous, on dit qu'il faut avoir une forme d'ABC de la pensée critique. D'une part, il faut être capable de diagnostiquer, c'est-à-dire de comprendre, analyser les causes du problème. Donc, de confirmer qu'il y a bien un problème au niveau de la société. Puis, c'est pas juste une forme de cas individuel ou quelque chose qui est accidentel. Donc, si on dit que c'est un problème qui est généré par la société, c'est-à-dire qu'il faut identifier c'est quoi les causes du problème, comme je l'ai dit plus tôt. Est-ce que c'est différents acteurs à l'échelle individuelle? Est-ce que c'est des pratiques sociales? Est-ce que c'est différentes habitudes culturelles? Est-ce que c'est des institutions, des structures dans la société, comme le colonialisme, le racisme, le patriarcat, qui causent ce genre de problème? Puis une fois qu'on a identifié ça, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir, mais quelles sont les solutions, les trucs, astuces, projets qu'on peut mettre en place pour surmonter le problème, atténuer les impacts négatifs d'un enjeu, d'un problème, puis même peut-être d'attaquer la cause du problème pour agir de façon durable et efficace. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit se mettre en place quand on pense à la pensée critique. Une des choses, en fait, qu'on enseigne dans nos cours, en fait, on a des cours sur différents enjeux, sur différents problèmes et structures de société. Par exemple, un des éléments dans lequel on vit actuellement, vous le savez peut-être, on vit dans un système économique capitaliste, c'est-à-dire qui est basé sur la propriété privée des moyens de production, sur un principe d'accumulation, de course à la croissance et au profit, puis qui est basé sur des rapports d'exploitation de certaines personnes qui s'enrichissent davantage au détriment d'autres. Et là, quand on comprend comment ce système s'est mis en place à travers l'histoire, comment ça s'est reconfiguré à travers le temps, comment ça a une influence sur les pays du Nord et les pays de la périphérie ou les pays du Sud, comme on parle parfois. En fait, comment on peut agir pour que ce système-là soit capable d'évoluer vers le mieux? Est-ce qu'on peut réformer le système capitaliste? Est-ce qu'il faut le renverser complètement puis le remplacer par autre chose? Si oui, mais par quel système? Est-ce qu'on veut imiter d'autres expériences qui ont été faites à travers le monde puis qui n'ont pas toujours abouti à des résultats concrets et vraiment démocratiques? Donc, on doit se poser ce genre de questions. Et comment agir économiquement quand on veut lancer des coopératives, par exemple, dans un système qui est basé sur la concurrence et qui va privilégier les entreprises privées? Donc, c'est le genre de choses quand on comprend mieux le système économique dans lequel on vit, on peut mieux intervenir par la suite. Ensuite, par exemple, puis là, je ne pourrais pas faire un résumé complet de tous ces différents systèmes sociaux de domination qu'on appelle parfois le colonialisme. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une dépossession, par exemple, des peuples autochtones, que ce soit au niveau du Canada, donc les peuples autochtones qui habitent, comme vous le savez sans doute, au Canada, qui ont été historiquement dépossédés de leur territoire, mais il y a aussi différentes pratiques entre, par exemple, les pays européens et certains pays africains, les pays latino-américains aussi à travers le monde. Donc, c'est un système général. On peut dire peut-être que ça n'existe plus maintenant, c'était dans une autre époque. Mais si on essaie d'analyser encore comment ce système se reproduit encore à l'heure actuelle, on peut dire, mais comment on peut intervenir pour améliorer les choses? Même chose pour les enjeux de racisme et d'égalité entre les hommes et les femmes aussi. Donc, c'est en fait différents systèmes d'oppression. On pourrait en trouver beaucoup d'autres qui pourraient se dire, bien, ça cause des tensions, des problèmes, des inégalités, des discriminations. Si on veut lutter contre ces discriminations, il faut être capable de comprendre le système qui les génère pour essayer d'améliorer les choses par la suite. Maintenant qu'on a, disons, essayé de comprendre ces différents systèmes,
Il y a deux principales approches qu'on identifie dans le monde des innovations sociales lorsqu'il vient d'amener des changements. D'une part, à gauche de mon écran, on peut voir le modèle de la charité. Donc, on va dire souvent que c'est le modèle d'aider son prochain, mais plus à une échelle individuelle communautaire, faire preuve de bienveillance, de générosité. Puis dans la littérature, on va dire que c'est quelque chose qui est important à faire, mais généralement, c'est quelque chose qui est plus, on pourrait dire, circonscrit dans le temps. Ça va avoir moins d'impact sur les causes profondes du problème, puis on va se limiter à une toute petite échelle du problème, puis on va agir comme si c'était juste un enjeu de responsabilité individuelle. Il y a cette dimension-là, évidemment, mais ce qu'on va aussi décrire dans la littérature, c'est que pour amener des changements plus profonds dans la société, il ne faut pas juste avoir de la charité, il faut avoir la justice dans la société. Donc, essayer d'attaquer les causes des injustices, des inégalités, par un modèle de solidarité forte. Qu'est-ce qu'on entend par là, par la solidarité humaine et démocratique? C'est-à-dire favoriser les systèmes d'entraide, de coopération, de collaboration avec les personnes concernées. Donc, non pas uniquement dire on va s'occuper des plus pauvres, des plus faibles, mais on va dire on va voir comment on peut aider les gens concernés, marginalisés à s'auto-organiser pour amener des changements dans leur milieu, dans leur communauté. Comment favoriser plus d'égalité, de démocratie, comment viser un changement dans les structures de pouvoir de façon plus large. Donc, toute une dimension de justice sociale qu'on enseigne, puis qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette approche-là quand on fait des projets d'innovation sociale, quand on lance des entreprises, des coopératives. Donc, c'est le genre de choses qu'on enseigne. Nous, évidemment, vous pouvez voir peut-être dans la façon dont je le décris, on penche davantage vers la justice, donc une approche plus basée sur l'action collective plutôt que sur juste des choix individuels. Bien qu'en même temps, évidemment, il faut aider son prochain qu'on peut. Si on peut donner des dons, aider des gens dans la rue, on peut agir comme individu, puis c'est important, mais il ne faut pas se limiter à ça non plus. Maintenant que je vous ai dit ça, bon, il y a des problèmes dans la société, il y a des enjeux sociaux, il y a des structures de pression. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour amener des changements? Une des choses, justement, qui va dans le sens de la justice puis de l'action collective, c'est agir ensemble pour être capable de se mobiliser pour amener des changements. Donc, nous, en fait, ce qu'on dit dans notre école, puis dans notre livre Manuel pour changer le monde, c'est que l'action collective ne va pas reposer uniquement sur le nombre de personnes impliquées, mais sur la concertation de l'action dans la poursuite d'un objectif commun. Donc, ce n'est pas juste beaucoup de gens qui agissent en même temps, c'est des gens qui agissent en même temps en vue d'un but commun, pour essayer de changer quelque chose qui touche leur situation commune d'existence. Donc, pour nous, en fait, le mouvement social, les mouvements citoyens vont se mobiliser contre un adversaire, que ce soit un État, un groupe social, une entreprise, une forme d'autorité particulière. Ils vont faire pression pour dire « Allô, coucou, nous sommes là, nous sommes présents, nous voulons avoir tel droit, tel type de revendication, tel type de changement qui va permettre d'améliorer nos conditions d'existence. » Donc, la part d'action collective, souvent, c'est se mobiliser, créer un nous, mais c'est faire pression, que ce soit sur des institutions, des gouvernements, mais peut-être d'autres types d'organisations. On peut penser à des entreprises, l'Église ou autres, disons, pour dire nous voulons des changements, nous voulons des réformes pour améliorer les choses par la suite. Les exemples de mouvements sociaux à travers l'histoire, vous en connaissez peut-être plusieurs. Il y a le mouvement ouvrier, le mouvement de travailleurs-travailleuses qui réclament des meilleures conditions de travail, la réduction de journée de travail aussi, la régulation du travail des enfants, par exemple. Mouvement pour les droits civiques, mouvement de libération pour les personnes noires aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde également, au Canada, contre le racisme, en fait, qui touche plusieurs types de populations dans différents pays du Nord comme au Sud. Des mouvements de femmes féministes, en fait, qui veulent avoir plus d'égalité entre les hommes et les femmes, des luttes de libération nationale, mouvements de défense des minorités sexuelles, mouvements écologistes, on pourrait en nommer plusieurs autres. Donc, il y a plein de mouvements sociaux. Dans chaque mouvement, il y a plusieurs courants, tendances, et on a des cours qui portent sur ça, sur quels sont les types de mouvements à travers l'histoire, quels ont été leurs enjeux, défis, leurs origines, les méthodes utilisées, qu'est-ce qui a bien fonctionné ou non. Ça va vous permettre de comprendre en fait que les mouvements sociaux, plusieurs choses qu'on a aujourd'hui, qu'on parle, hey, on est dans un pays d'ouverture, c'est ouvert, on a une acceptation de différentes différences dans la société, on est capable de vivre avec un système de sécurité d'emploi, social, médical et autre chose. Les femmes ont le droit de vote. Mais en fait, ce n'est pas apparu par hasard. C'est en fait le fruit de la mobilisation intense de générations qui nous ont précédés, qui ont amené des changements et qui continuent encore d'agir aujourd'hui. Donc, on est capable d'étudier ça dans nos cours.
et voir comment ça fonctionne, en fait. C'est quoi leur méthode d'organisation? Et ici, je vais vous donner juste deux grands éléments qui sont importants dans le cadre de mouvements de société qui cherchent à changer les choses. À gauche de mon écran, il y a tous les enjeux, on appelle de cadrage ou d'identité collective. Donc, par exemple, quand on se mobilise dans un mouvement social, il faut être capable de nommer un problème, de poser un diagnostic, être capable de réclamer quelque chose, revendiquer. Donc, on parle dans ce sens-là de pronostic, de dire quelle serait la solution qui pourrait répondre à notre problème. Parfois aussi, comme je l'ai dit, ça implique une part de conflit. Donc, le fait de blâmer, de dire il y a des coupables dans cette situation, certains responsables qui doivent être tenus justement responsables de leurs actes, ils doivent intervenir pour ça. Et pour être capable de générer, en fait, de la mobilisation, il faut qu'on soit capable de créer un nous. Donc, toute la question du discours, de la communication publique, de créer des récits narratifs, on parle de storytelling, être capable, en fait, de se générer une forme de discours qui va interpeller les gens, que les gens vont s'identifier. Les mouvements sociaux sont parfois bons pour faire ça, parfois non. Donc, on doit se poser la question, comment est-ce qu'on est capable d'interpeller des gens pour être capable de les rallier à notre cause? Et comment aussi, parfois, les gouvernements ou nos différents adversaires vont nous créer différentes étiquettes pour nous disqualifier par la suite. Donc, comment se fait ce genre de jeu dans l'espace public médiatique? Donc, tous ces enjeux de communication publique, c'est le genre de cours qu'on enseigne aussi pour voir comment est-ce qu'on est capable de convaincre les gens. Et quand vous êtes, par exemple, dans le champ d'une entreprise, vous voulez faire du marketing pour influencer les gens pour votre cause, ça passe aussi par la sphère du discours, pour être capable de à qui qu'on s'adresse concrètement, quel est notre public, nos destinataires, comment avoir un discours qui va avoir une résonance par rapport à leur situation de vie. L'autre élément que j'amène ici, vous allez voir, je vais assez vite dans ma présentation, l'art de se mobiliser. Donc, les mouvements sociaux fonctionnent parce qu'ils sont capables de produire en fait à la fois des gens qui vont agir ensemble en grand nombre. Ça va reposer sur des ressources militantes, des réseaux de solidarité qui ne viennent pas de nulle part, qui ont toute une histoire. Différentes associations et organisations sont là. Ils ont plusieurs membres qui sont affiliés. Mais il faut être capable de mobiliser ces groupes. Ensuite, il y a toute la question des ressources logistiques. Donc, en termes d'organisation, de répertoire d'action, de compétences organisationnelles. Des mouvements sociaux, ça ne vient pas de nulle part. Parfois, on a l'impression dans les médias, c'est une forme de révolte spontanée. Les gens prennent la rue puis ça finit là. Ça, c'est un tout petit épisode, mais les mouvements sociaux organisés à travers l'histoire ont toute une forme d'historique, justement, de comment on peut s'organiser pour être capable de concentrer nos forces, nos différentes énergies, puis être capable de persister à travers le temps puis avoir un plus grand impact, être plus efficace. Et ça va impliquer évidemment des ressources financières, malgré le fait que les mouvements sociaux habituellement reposent sur le bénévolat, donc le volontariat, le travail gratuit, libre, on donne de notre temps, mais il y a aussi parfois des employés à temps plein dans certaines organisations qui travaillent pour ça. Donc, il faut être capable de mobiliser des dons, des contributions. Donc, c'est le genre de choses, en fait, qu'il faut se poser. En fait, mouvement social, on dit des fois que ça n'apparaît de nulle part, ça ne dure pas longtemps, ça disparaît par la suite. En fait, il y a toute une infrastructure derrière ces mouvements, puis il faut poser la question comment ça fonctionne. Si c'est un domaine qui vous intéresse dans la vie, comment je peux travailler, gagner ma vie, tout en étant capable de changer les choses par la suite, c'est une des voies qu'on peut explorer. Mais si vous n'êtes pas, disons, très familier avec cette voie, il y en a une autre aussi qui existe, qui est la voie de l'entrepreneuriat, entreprendre autrement. Donc, au lieu de uniquement protester contre les différentes institutions avec une approche plus militante ou activiste, on peut dire, bien, je vais avoir une approche plus entrepreneuriale, entre guillemets, je vais lancer des projets, différentes organisations qui vont répondre à des besoins criants dans la société. Puis, on va avoir une voie qui va être quelque peu différente, mais complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat social? C'est une activité qui consiste à créer une entreprise, mais pour quel but, en fait? Pour quelle raison? C'est pour répondre à un besoin social non satisfait ou mal satisfait à l'heure actuelle. C'est capable de résoudre un enjeu social, économique ou écologique ou autre et de prioriser l'être humain et non la maximisation des profits. Donc, c'est-à-dire peut-être que votre entreprise va être capable de générer des bénéfices, des profits, mais le but, ça ne va pas être de maximiser ou d'avoir le plus de profits possible pour vous enrichir. Ça va être plutôt de générer des profits qui vont être réinvestis dans la mission première de votre entreprise ou bien partagés entre vos membres. Et là,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formes d'entreprises qui existent. On a généralement l'entreprise privée à but lucratif, qui est la forme habituelle dominante. Vous connaissez peut-être les sociétés par action qui sont cotées en bourse, des firmes multinationales. Donc, je donne un peu différents types d'exemples. Il y a aussi des petites entreprises privées qui existent. Donc, une entreprise familiale, par exemple, composée d'un, deux, trois, quatre, cinq personnes. Mais en fait, ce qu'on nous, on enseigne dans nos cours, c'est de dire, bien, il y a d'autres nouveaux modèles d'entreprise qui existent, comme par exemple l'entreprise privée avec une finalité sociale ou une entreprise éthique avec, par exemple, la certification B Corp. Donc, ça, c'est une des formes qui existent. Mais il y a aussi toute une série d'entreprises qui appartiennent à l'économie sociale, qui sont les entreprises collectives comme des organismes à but non lucratif, mais qui génèrent des profits puis qui créent de la richesse, mais les profits sont réinvestis dans la mission de l'organisation. Les coopératives que vous connaissez aussi peut-être, ou par exemple, les coopératives de travailleurs, où c'est les travailleurs qui sont copropriétaires de l'entreprise puis qui se partagent les bénéfices. Ça peut être des coopératives de consommateurs aussi ou des coopératives de solidarité, c'est-à-dire composées de plusieurs types de membres qui vont avoir tout un rôle à jouer dans la marche de cette entreprise. Donc, nous, on montre en fait que quand on pense entrepreneuriat, on peut sortir de la boîte puis penser à différentes méthodes qui existent. Et là, ici, je vous donne ici quelques chiffres, du chantier d'économie sociale basé au Québec, tout proche de l'Ontario où on est situé, parce que c'est une grande institution qui va représenter les entreprises d'économie sociale au Québec et est extrêmement organisée. Du côté de l'Ontario, il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui existent aussi, mais qui ne sont pas, disons, aussi grandes, aussi fédérées au sein d'une association comme le chantier. Le chantier d'économie sociale, en fait, ce qui montre, là, c'est des chiffres qui datent de 2019, il faudrait les remettre à jour. En fait, il y a 11 200 entreprises d'économie sociale sur le territoire du Québec uniquement. Si on prenait tout le Canada au complet, je suis sûr qu'il y en aurait au moins 5 fois plus. Donc, il faudrait faire un peu le calcul et aller voir les chiffres. Et dans ça, en fait, ça crée des centaines de milliers d'emplois. Ça représente des milliards de dollars en chiffre d'affaires. Et il y a des millions de personnes qui sont membres d'une entreprise d'économie sociale ou l'autre. Par exemple, vous connaissez peut-être l'institution financière Desjardins, qui est une genre de banque, mais qui n'est pas une banque privée comme les autres, qui est une coopérative financière dont vous êtes membre. Ça, c'est un exemple d'entreprise. On peut dire même une grande banque qui a des millions d'adhérents, qui génère des milliards d'argent par année. C'est une coopérative. Les bénéfices sont répartis au sein des membres par la suite, entre autres. Et là, les entreprises d'économie sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent en fait se déployer dans tous les secteurs d'activité, dans les domaines de la finance, comme je l'ai dit, dans le domaine des arts, de la culture, de l'éducation, de l'habitation, du secteur alimentaire, de la santé, loisirs, tourisme, environnement, des entreprises de réinsertion, en fait. N'importe quel type d'entreprise, en fait, peut être une entreprise collective, donc c'est-à-dire composée de plusieurs types de membres qui vont être en quelque sorte les copropriétaires de ça, puis qui ne sera pas centré juste sur la maximisation des profits. Maintenant, quand on veut dire, bien là, maintenant, ça me tente de lancer une entreprise, je dois lancer une coopérative pour régler un problème, pour travailler en même temps, pour être copropriétaire de cette organisation que je vais créer avec d'autres gens. Par où on passe? C'est quoi l'ABC ou les 3 petites étapes pour passer à travers ce processus? C'est beaucoup plus complexe. Là, on a des cours entiers sur comment créer une entreprise. Mais en gros, il faut être capable de bien identifier les besoins, les problèmes ou enjeux auxquels on cherche à répondre. Donc, ça, c'est une des choses. Connaître, en fait, la valeur ajoutée ou la proposition de valeur de notre organisation. En quoi elle se démarque des autres entreprises, des autres organisations existantes? En quoi ce que je fais ne va pas juste imiter ce que l'autre fait et on va juste rentrer dans une logique de concurrence, de compétition au lieu de complémentarité. Donc, il y a cette idée-là qui est très, très, très importante. Puis, on ne va pas se lancer dans une nouvelle entreprise quand il y en a une autre déjà qui travaille sur ça et que peut-être on pourrait joindre pour amener un nouveau projet par la suite. Deuxième étape, une fois qu'on a trouvé le problème, il faut être capable d'imaginer des solutions créatives. Donc, souvent, avec les personnes directement concernées, on va parler de design thinking, essayer de comprendre le problème sous différents angles pour amener quelque chose qui va bien répondre aux besoins des utilisateurs ou des gens qui vont qui vont venir utiliser, acheter vos services par la suite. Et après ça, une fois que vous avez trouvé votre idée, hey, j'ai une super idée, j'ai un nom d'entreprise, on pourrait faire tel type d'approche pour répondre à tel type de problème social, ça peut être organisé comme ça. Après, ça ne sera pas tout seul. Il vous faut mobiliser, comme dans le cas des mouvements de contestation, mais là, c'est mobiliser des partenaires,
des bailleurs de fonds, aller chercher des prêts, aller chercher des dons, aller chercher des financements, des subventions pour réaliser votre projet. Donc ça ne se fera pas tout seul. Puis, c'est là, en fait, que je vais juste vous montrer, en fait, qu'il y a différents types de projets que vous pouvez amener dans le cadre entrepreneurial. Ici, je ne pourrais pas tous les identifier. Je vous en nomme quelques-uns ici dans mon écran. Les problèmes de pauvreté persistante à travers la précarité économique au sein de certains quartiers urbains, on peut voir que c'est un problème. La discrimination raciale des personnes immigrantes qui arrivent au Canada, qui ont la difficulté à se trouver un emploi à cause de leur nom parce que leurs compétences ne sont pas reconnues, par exemple. Donc ça, c'est un autre enjeu. Le réchauffement climatique, comme je l'ai nommé plus tôt, le phénomène d'anxiété chez les jeunes, d'isolement des personnes âgées, la fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès à une bonne connexion Internet alors que le numérique devient indispensable. Donc, on peut se poser la question, mais il y a différents problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ces problèmes dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation, d'un OBNL ou d'une coopérative? Puis ici, je vous donne un peu quelques types d'exemples. On peut dire, bien, je vais créer une entreprise d'insertion, par exemple, c'est-à-dire une entreprise qui va favoriser la réinsertion sur le marché de l'emploi de personnes qui ont été exclues, défavorisées, peut-être qui sortent de prison ou qui ont eu un parcours de vie plus difficile, puis on va leur donner une entreprise pour leur permettre de regagner confiance, de développer des compétences, puis après ça, ça va mieux aller pour se trouver d'autres emplois par la suite. Il peut y avoir des campagnes de sensibilisation qu'on peut décider de lancer sur les enjeux de racisme systémique, des formations au sein d'entreprises et autres choses. Pour, par exemple, la question environnementale, on peut dire, je vais développer une application numérique avec mon téléphone intelligent de mobilité partagée. Donc, il va pouvoir partager, par exemple, différents véhicules ou faire du covoiturage pour dire, on va, au lieu d'aller vers le trajet A et B comme personne seule dans une automobile, on va essayer d'être plusieurs à la fois. Donc, ça, c'est un autre exemple. On peut décider de créer des groupes d'entraide, des projets d'animation au sein de centres d'hébergement de personnes âgées, développer des entreprises de récupération d'ordinateurs qui vont faire de la collecte de matériel puis qui vont les redonner pour des étudiants, des élèves à l'école secondaire. Là, je vous donne ici différents exemples qui existent déjà. En fait. Puis il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait trouver et c'est toutes des choses qui passent en dire on a un problème, on cherche à créer une nouvelle organisation qui va régler ça. Comment on peut faire par la suite? Maintenant, comment on s'y prend pour être capable de mobiliser les ressources? Les 4 types de ressources qu'on identifie puis qu'on a des cours en fait consacrés à ça, on se dit, bien, il vous faut de l'argent, il faut du financement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des prêts, des subventions, des dons? Ça peut avoir l'air évident, mais quels sont les programmes existants qui correspondent à la mission de mon entreprise? Comment je fais pour remplir des bonnes demandes de subventions? Comment être capable de convaincre des bailleurs de fonds, des partenaires, des différents investisseurs? Donc, il y a ça, il y a tout en fait des approches qui viennent généralement des cours d'école de commerce, de gestion, que nous, on reprend dans nos cours, mais qu'on donne une touche environnementale, sociale, axée sur les coopératives, les organismes non lucratifs, sur comment faire ce genre de choses. Au-delà de la question financière, l'argent, on dit souvent c'est le nerf de la guerre, il faut aussi que dans votre équipe, vous ayez différents types de compétences, d'expertise, de savoir-faire. Donc, on parle souvent de talent, de gens qui vont avoir en fait à la fois l'expertise, la motivation pour faire des choses. Généralement, vous ne pouvez pas faire tout seul, à moins d'être un super entrepreneur héros, mais la plupart du temps, les gens qui lancent des projets sont capables de bien s'entourer de gens qui vont être complémentaires à leur approche. Par la suite, une fois que vous avez trouvé des gens pour votre équipe, mais il faut que vous trouviez des ressources humaines, des personnes qui vont travailler avec vous, pour vous et autre chose, des bénévoles, des salariés, des collaborateurs, collaboratrices, des membres de la communauté qui vont appuyer votre projet. Donc, ça, c'est une autre approche. On parle parfois dans le champ de l'entreprise ou du champ du management, on parle de gestion des ressources humaines. Mais comment on fait pour régler les conflits dans le cadre d'une entreprise? Comment ça fonctionne? Comment susciter l'adhésion des gens à notre projet? Comment avoir des bonnes conditions de travail? Réduire les rapports de pouvoir au sein de notre organisation? C'est des genres de choses qu'on a des cours consacrés à ça. Et ensuite, on a la question de la légitimité, c'est-à-dire, mais comment que mon projet peut être crédible, peut être persuasif, être capable de montrer que c'est quelque chose d'utile, de pertinent, qu'il y a une utilité environnementale, sociale, être capable de démontrer l'impact que vous pouvez avoir sur la communauté pour le mieux. Comment vous pouvez faire pour avoir ça? Donc, c'est le genre de choses, en fait, que pour que votre entreprise soit capable de bien fonctionner, il vous faut de l'argent, des gens, des expertises, de la légitimité pour votre projet. Et c'est le genre de choses qui ne viennent pas seules. Ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie par la suite.
Donc là, maintenant, j'arrive à la fin de ma présentation. Il me reste juste un tout petit bout. Comment on peut faire maintenant qu'on soit dans une approche plus militante de mobilisation citoyenne, dans une approche entrepreneuriale? Comment s'engager dans la communauté? En fait, je dirais, les trois pôles disons, de trajectoire professionnelle, de pôle d'emploi, en fait, que la plupart des étudiants dans nos cours se trouvent par la suite quand ils sortent de nos programmes, ou les gens aussi parfois qui viennent de milieux professionnels puis qui viennent nous voir pour aller chercher des outils différents. D'une part, il y a tout le pôle, on pourrait dire, de l'entrepreneuriat que je viens de vous expliquer à l'instant. Comment créer un OBNL, coopérative, entreprise d'économie sociale et autres. C'est un peu la base de se créer son propre emploi. Donc, on peut dire des fois, quand je me dis c'est quoi que je veux faire dans la vie, je ne me retrouve pas vraiment, je ne sais pas dans quel milieu je veux travailler pour le secteur privé, public ou ailleurs, je ne sais pas vraiment. Vous pouvez créer votre propre emploi à travers un projet entrepreneurial. Donc, ça, c'est une des voies à explorer. Puis, il y a des gens dans le cadre de nos trucs, qui se créent leur propre organisation ou qui travaillent avec des gens qui lancent leur propre organisation aussi. En bas, à gauche de l'écran, il y a s'engager dans un mouvement social, donc que ce soit, disons, une forme d'organisme de défense de droits, l'éducation populaire, l'activisme, le bien, action politique. Donc, ça soit, par exemple, dire, mais moi, je vais me présenter dans ma municipalité pour me faire élire, pour amener des changements par la suite. C'est une autre voie que vous pouvez explorer. Et à droite de l'écran, tout ce qui est travail social, action communautaire, agent de développement local, être dans une forme d'organisme de soutien, d'accompagnement pour des gens qui lancent des projets, travailler pour des syndicats comme fonctionnaires au gouvernement fédéral, municipal, provincial ou autre. C'est une autre voie, en fait, qui vous permet aussi d'être entrepreneur social, d'être innovateur ou innovatrice dans la société, mais au sein d'organisations qui vont accompagner des gens qui vont amener des changements par la suite. Donc, c'est le genre de choses, en fait, les pôles, les débouchés, en fait, que vous pouvez trouver si ça vous intéresse de changer le monde. En conclusion, ce que je vous dis, en fait, ce qui est important, c'est de surmonter le sentiment d'apathie que vous pouvez avoir parfois, le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir. On se dit souvent, à quoi bon? Il y a tellement de problèmes dans la société, c'est une grande montagne, c'est insurmontable. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut articuler ce que je vous ai montré au début, essayer de comprendre la société, de critiquer ce qui ne fonctionne pas, mais de toujours, en même temps, aller vers qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Articuler justement l'analyse des problèmes avec la recherche de solutions concrètes qui amènent des changements. Et quand on se met en mouvement pour changer les choses, ça renforce notre pouvoir d'agir, notre sentiment de confiance. Et c'est pour ça que nous, dans notre école, on essaie d'apprendre aux étudiants et étudiantes de faire à la fois de la pensée critique, mais pas juste dans la dénonciation des problèmes, mais dans la recherche de solutions, être capable d'ouvrir des nouvelles possibilités, être capable d'imaginer un autre monde dans lequel on voudrait habiter, mais pas juste de l'imaginer puis avec des pelleteurs de nuages, mais capable de mettre en place des solutions concrètes de façon pragmatique, de façon efficace pour amener des changements par la suite. Donc, c'est à la fois d'être idéaliste d'un côté, de dire on peut imaginer autre chose, on n'est pas obligé de se contenter de ce qui existe, mais à la fois, il faut avoir un côté réaliste, être capable d'amener des changements dans la société. Donc, je dirais que c'est à vous d'agir maintenant. Si vous avez des enjeux dans votre communauté, là où vous êtes, que ce soit dans votre communauté locale, que ce soit dans la région d'Ottawa-Gatineau, que ce soit dans votre pays, si vous êtes dans un autre endroit, comment on peut agir concrètement? Et là, dans le fond, dans le cadre de nos programmes, on a des programmes d'enseignement intensif par bloc pour le baccalauréat. Pour les cycles supérieurs, c'est plus axé sur la recherche, mais aussi l'accompagnement. On fait de la recherche-action. On a aussi un espace dans notre école d'innovation sociale qui s'appelle Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, qui est un espace de travail partagé où on fait des projets. Et on a encore des bourses pour nos études. Et on mélange la science humaine sociale et sciences de la gestion. Action pour changer les choses avec des cours d'autogestion. Donc, je vais finir avec ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant cette longue période.